C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cette question, cet enjeu, incendie. La France est-elle dépassée? Le pays est en proie aux flammes. Le ministre de l'Intérieur est attendu dans quelques instants maintenant à l'Île-sur-Tête, dans les Pyrénées-Orientales. La situation sur place est très tendue. Le feu a parcouru environ 4600 hectares, particulièrement difficile à maîtriser. Image du jour derrière moi de pompiers qui luttent contre les flammes, d'habitants du massif des Aspres évacués cette nuit. 10 000 personnes tout de même concernées. Image également LCI de feu près de la route départementale 66. Regardez, hop, c'est juste ici. Et puis image apocalyptique à Lédenon. Nous serons sur place dans quelques instants. Paysage ravagé par les flammes. Les inquiétudes remontent à la surface. Tout le territoire peut-il flamber désormais? Oui, tout le territoire. La zone de vigilance au feu de forêt ne se limite plus au sud. On va parler de Bretagne, d'Île-de-France, de l'Est. Des méga-feux pourraient même concerner peut-être le nord de la France. On en parle avec Evelyne Delia qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous. À tout de suite Evelyne Delia. Et face à cette situation, des feux de forêt devenus plus fréquents, plus précoces, plus violents, la France dispose-t-elle des moyens suffisants pour faire face? La flotte française aérienne, elle vieillit. Où en est le réarmement qui a été promis? Vous verrez que la question nous renvoie à nos problèmes de souveraineté. Ça va être un débat passionnant. Et puis, quelles sont les conséquences économiques également de ces incendies? Vous le verrez, situation alarmante là encore. France Assureur 2024, les événements climatiques ont coûté pas moins de 5 milliards d'euros aux assureurs. Conséquence, les compagnies, là ça vous concerne directement, réévaluent les prix. Alors voilà, le grand dossier, c'est parti. Incendie, la France dépassée. Écoutez, regardez. On a une saison des feux qui est compliquée, elle a démarré avec un mois d'avance. On a déjà un peu plus de 11 000 hectares brûlés. À la même période, l'an passé, c'était 5 700. Aujourd'hui, le plus grand danger, c'est qu'effectivement, ce type de feu se multiplie encore un petit peu partout. Donc, notre risque aujourd'hui, c'est d'avoir ces simultanéités d'incendies qui continuent à se propager sur l'ensemble des secteurs à haut niveau de risque. Pour tout décrypter, je suis ravie donc de recevoir sur ce plateau Evelyne Delia. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, chef du service météo TF1 LCI. Bonjour à vous, Christian Pinaudot. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes expert en prévention des risques des feux de forêt. Guillaume Roquette, bonjour. Merci également d'être là, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Bonjour à vous, Valérie Nataf, éditorialiste politique LCI. Dans un instant, nous serons également avec Pascal Perry. Je vais vous parler de conséquences économiques et aussi de problèmes de souveraineté. Ça va le concerner. Et le colonel Jérôme Boulanger, porte-parole de la sécurité civile, sera également avec nous sur ce plateau. Regardez maintenant cette carte. C'est la carte du risque incendie Météo France pour aujourd'hui. Vous voyez ce rouge dans le sud. Mais cette couleur orange qui s'étire maintenant jusque dans le nord, en tout cas l'est du pays. Tout le territoire national est prêt à s'embraser. Ces mots ne sont pas les miens, bien sûr. Ce sont les mots du porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers. Les risques de feux de forêt s'étendent-ils désormais effectivement à tout le territoire? On avance ensemble. Evelyne Delia, je vous invite à m'accompagner devant mon écran géant. Evelyne Delia, des incendies dans les régions qui n'en avaient jamais connu. On a des exemples qui sont très concrets. On va montrer quelques images à nos téléspectateurs. Dans le Maine-et-Loire, le 23 juin, à Saint-Macaire-du-Bois, plus d'une centaine d'hectares ont brûlé. Les pompiers ont compté jusqu'à 25 départs de feu dans le département en une seule journée. La Seine-et-Marne maintenant. Plus de 50 feux de forêt de plus d'un demi-hectare entre 2006 et 2025. La Bretagne, exemple le plus frappant, 2000 hectares ravagés dans les monts d'Arrée à l'été 2022, on s'en souvient encore. Evelyne Delia, comment explique-t-on cette remontée géographique du risque incendie ? Eh bien, on l'explique avec la remontée, si j'ose dire, des températures, et ça de plus en plus haut sur le territoire. On voyait des feux en Bretagne en 2022, mais en 2022, on a eu des températures de 40 degrés, ce qu'on n'avait jamais connu en Bretagne, par exemple. Et maintenant, pour la journée de demain, la vigilance canicule est augmentée de 45 départements, 61 départements en vigilance canicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous ces départements, il y a aussi un risque de feu de forêt, un risque d'incendie, parce que certes les températures sont très élevées, mais aussi parce qu'on a des sols extrêmement secs. Il n'a pas plu, il ne pleuvra pas dans les jours qui viennent, et ça c'est vraiment le problème, et qui s'étend progressivement à tout le territoire. Oui.
Et il y a le sujet de la sécheresse. Je voudrais juste expliquer à nos téléspectateurs pourquoi ces cartes sont apparues juste derrière nous. La question de la sécheresse, 14 juin, 25 juin. Vous pouvez nous aider à décrypter ces cartes ? C'est-à-dire que petit à petit, on a eu cette canicule exceptionnelle. On a des canicules qui sont de plus en plus précoces. Ça a été une canicule historique, c'est vraiment le mot de Météo France. On avait plus de 80 départements en vigilance canicule. Ça veut dire quasiment tout le territoire qui était exposé à des risques de feu, mais aussi à cette sécheresse que l'on voit sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire des sols secs avec la végétation qui mourrait petit à petit au fil des jours. On voyait les plantes dégénérer par le haut progressivement, et ça, malheureusement, pour les agriculteurs, c'était aussi une catastrophe. Et donc, vous nous dites que ça va durer et que ça pourrait même s'aggraver. Alors, ça va durer. Là, la chaleur, alors voilà, la vigilance canicule pour demain reste encore... Alors, on a quand même quelques départements qui sont encore en vigilance jaune. En vert, encore le nord, le nord-est et la Côte d'Azur et la Corse. En revanche, on sait que en fin de semaine, la chaleur va remonter aussi sur le Grand Est et ces départements risquent fort de passer eux aussi en vigilance canicule, donc avec des risques de feu et notamment de feux de forêt. Merci Evelyne Delia. On prend la direction du terrain parce qu'on va retrouver Colline Chambol et Juline Garnier. Elles sont sur Lille, sur Tête. Le ministre de l'Intérieur est attendu d'ici quelques instants maintenant. On va suivre ça en direct. D'ailleurs, il est attendu sur place et il va découvrir des incendies qui ne sont pas fixés et des nouveaux départs de feu. Écoutez, regardez. Ici, le feu n'est toujours pas fixé. On a atteint les 4650 hectares parcourus dans cet incendie des Pyrénées-Orientales. On se trouve ici avec Juline Garnier entre la ville de Y-sur-Tête et la ville de Boule-Ternaire. Ce sont deux communes qui ont été évacuées de leurs habitants. En tout, ce sont 10 000 habitants qui ont été évacués sur plusieurs communes. Vous pouvez le voir sur les images de Juline Garnier. Nous sommes à un endroit où le feu est arrivé très proche, car vous pouvez le voir, le sol est complètement calciné. Et puis surtout, il y a plusieurs départs de feu, comme celui qu'on peut apercevoir là-bas au loin. Il y a plusieurs départs de feu qui sont lancés à cause du vent, le vent qui souffle très fort. Et on rappelle que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, arrivera à Y-sur-Tête aux alentours de 17h pour saluer les moyens mobilisés. Merci beaucoup. Merci Colline Chambol avec Juline Garnier. On les retrouvera dans quelques instants pour l'arrivée donc du ministre de l'Intérieur pour évaluer la situation sur place. Christian Pinaudot, donc je le rappelle, vous êtes expert en prévention des risques des feux de forêt. Je voudrais qu'on voit la carte de cette vigilance incendie pour le pays, risque de feux de forêt. Ce rouge en bas, mais l'orange, la couleur orange qui grignote peu à peu notre pays. Oui, toute la France doit se sentir concernée. Alors on le disait pendant la pause, vous n'aimez pas l'expression méga-feu, elle n'est pas française, mais malgré tout, elle tape quand même, elle cogne les esprits. Est-ce que ça peut concerner demain ou après-demain la Bretagne, l'Île-de-France, l'Est du pays ? Oui, alors je vais peut-être apporter un petit bémol dans le discours ambiant. D'abord, la montée des risques, vous l'avez expliqué, donc depuis le début des années 2000, c'était prévisible, en tous les cas, il s'était prévu. Ensuite, le terme de prévention s'applique surtout au niveau des aménagements des forêts. Mm-hmm. Et sur les obligations de débroussaillement autour de l'urbanisation qui a été, on en paye le prix aujourd'hui, qui a été notamment dans le sud-est totalement anarchique. Donc, il n'y a pas de méga-feu en France, justement grâce au système opérationnel de lutte contre les feux qu'on a, qui est assez unique. Hein. On a d'ailleurs l'équipement le plus développé des pays de l'Union européenne, en matière de moyens aériens, par exemple. Un méga-feu, c'est que, d'abord, il devient totalement incontrôlable de par sa dimension. Et ça, on l'a jamais vu en France, sauf en 1949, en Gironde, où 60 000 hectares ont brûlé avec 82 morts, record, entre guillemets, qui n'a toujours pas été battu, et tant mieux. Hein. Mais aujourd'hui, il faut pas tomber dans le catastrophisme. La forêt peut... évidemment que... les feux peuvent être sur toute la France, sauf que je rappelle que si personne ne met le feu, il n'y a pas de feu. Et ça, il faudrait quand même commencer par le début, parce qu'il y a toute l'aspect sanction et judiciarisation après. On a appris cet après-midi que dans l'Hérault, un homme était interpellé potentiellement pour... Voilà, et je veux dire, il y aura des feux en Bretagne comme il y a quelques années que si on met le feu.
Et ça, c'est important quand même. C'est l'une de nos discussions favorites, j'ai envie de dire, Evelyne Delia, puisque ça fait plusieurs fois qu'on se retrouve sur ce plateau depuis le début de la canicule. Stop au catastrophisme, on en parlait pour la canicule, oui. Vous le dites aussi pour les incendies ? Non, bah oui, vous avez raison, stop au catastrophisme. C'est vrai que c'est souvent la main de l'homme qui déclenche ces incendies. Il y a aussi parfois des incendies accidentels, quand les moissonneuses-batteuses, par exemple... Mais c'est toujours l'homme. Oui, certes, mais là c'est l'homme au travail et c'est pas l'homme qui le fait. Voilà, c'est ça. Oui. Donc ça c'est indépendant de sa volonté, je veux dire. Donc allez-y, Evelyne. Non. Donc il est évident qu'il faut être extrêmement vigilant. Les mégots jeter, ça c'est une catastrophe, et je pense que maintenant il y a de plus en plus de prise de conscience, parce que ça c'était un geste qui était fait parfois de façon automatique, on jetait son mégot sans se rendre compte des conséquences. Malheureusement, tous ces feux vont quand même peut-être ouvrir les esprits, et c'est vrai que quand même là avec alors pourquoi les feux, les fortes chaleurs, les sols secs et parfois le vent aussi. Surtout le vent. Et surtout le vent. Et c'est ce que l'on voit actuellement sur le golfe du Lion, Mistral et Tramontane. Et le problème du vent, c'est qu'après, ce sont souvent des vents tourbillonnants et qui éjectent des flamèches un peu plus loin. Et c'est ça la grande difficulté aussi pour les pompiers. On en est à un niveau d'inquiétude où vous savez très bien dans les discussions, on se remémore entre nous les images de l'Australie, les images de Los Angeles particulièrement. Et c'est pour ça qu'on en vient à se dire les méga-feux, et pas seulement en France, dans le sud, mais en Bretagne, dans le nord, etc. C'est du catastrophisme. Est-ce que vous rentrez aussi dans cette rhétorique du « attention, il faut redescendre de quelques degrés et ne pas semer non plus la panique » ? Alors, je pense qu'effectivement, il faut redescendre. De quelques degrés. Voilà, de quelques degrés. J'entendais un expert ce matin qui disait il y a quand même des mesures de bon sens, on y revient, qu'on ne prend pas. Pourquoi ne pas interdire en ces périodes de canicule et de gros risques incendie l'accès aux massifs forestiers pour les promeneurs, les touristes Oui, ça existe, mais ça dépend des préfets. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'appliquer de manière plus drastique, de manière à prévenir toute intervention accidentelle ou pas, humaine, dans ces massifs forestiers? Je trouve que c'est une idée qui a au moins le mérite d'être frappée au coin du bon sens. Laissez-nous tranquilles avec l'anxiété, une semaine canicule, la semaine après incendie. Est-ce que c'est ce que vous pensez, Guillaume Roquette ? Non, c'est pas ce que je pense. D'abord parce que quand on voit la carte des incendies de forêt depuis 2 jours, elle ressemble de plus en plus aux cartes météo. Alors, je parle sous le contrôle de l'experte, mais c'est-à-dire que il y a plus que dans le sud, il y a pas seulement dans le sud où il y a des gros risques. La canicule remonte, les épisodes de canicule remontent vers le nord, et donc assez logiquement, le danger d'incendie il remonte vers le nord. Je vous donnerai juste un chiffre pour accréditer cette idée. La protection civile a fait un classement pour 2026 des départements dans lesquels il y avait une exposition aux feux de forêt, et elle en a compté 52. 52 départements, c'est quasiment la moitié des départements de la France métropolitaine. Donc ça veut bien dire, pas pour ça qu'il faut paniquer, mais ça veut bien dire que le risque, il est généralisé. Et comme en plus, évidemment, le risque, il est concomitant, c'est-à-dire qu'on peut pas dire, c'est pas grave, on a juste une petite flotte de canadaires qu'on déplacera d'une région à l'autre. Non, parce que si les feux arrivent en même temps, il faut y répondre en même temps. Je lève le doigt parce que donc la femme la plus occupée de France est sur ce plateau, oui. C'est Evelyne Delia, j'aime à le rappeler. Elle doit nous quitter dans quelques instants maintenant. J'ai quand même cette question parce que je la lis de plus en plus dans les papiers que je parcours. Pourrait-on avoir des canicules désormais dès le printemps et jusqu'à l'automne ? C'est-à-dire jusqu'à octobre. Et qui dit canicule, du coup, risque incendie s'étalant également sur la même proportion. On en a déjà. On a eu la canicule du mois de mai, dans le nord-ouest notamment, en Bretagne. Et les canicules, c'est ça le problème, parce que normalement, les mois les plus chauds, c'est juillet, août. Maintenant, on s'aperçoit de températures demain, des 40 degrés, on va en avoir dans le sud-ouest facilement, notamment dans la région bordelaise. Donc, ça veut dire que ces canicules commencent de plus en plus tôt, et se termine effectivement de plus en plus tard, au mois de septembre. On peut même envisager que ça s'étende assez rapidement désormais. Au mois de septembre, en tout cas, on en a. Et alors, c'est vrai que là, ce que l'on vit actuellement, c'est ce fameux dôme de chaleur où la chaleur s'accumule de jour en jour sur le territoire et n'arrive plus finalement à s'échapper avec ce fameux oméga. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, les températures sont de plus en plus élevées de mois
en mois, et que comme la planète se réchauffe, avec ce CO2 qui met 100 ans à se diluer dans l'atmosphère, et qu'on continue d'ailleurs à émettre, les forêts qui brûlent, ça veut dire les forêts, elles absorbent du CO2, donc moins de CO2 absorbé. Là, on est vraiment dans un cercle vicieux, et ça veut dire que là, effectivement, les périodes de canicule risquent d'être de plus en plus tardives aussi, et en automne. Il y a un risque que je ne prendrai pas, c'est de vous mettre en retard pour la météo de TF1, juste avant 20h et même après. Ça, je ne prendrai pas ce risque-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Evelyne Delia, une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir. Merci à vous. Alors, pour nous rejoindre sur ce plateau, j'appelle le colonel Jérôme Boulanger. Vous êtes porte-parole de la sécurité civile et vous êtes également officier des sapeurs-pompiers. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'accepter notre invitation. Pascal Perry, je vous en prie. Vous êtes caché, mais je vous aperçois. Vous êtes éditorialiste économie pour TF1 LCI. Je le disais, on va revenir dans cette émission sur la question de la souveraineté française européenne qui nous coince peut-être un peu sur la question des Canadair, c'est essentiel, et les coûts économiques pour le pays. Bonjour, colonel. Bonjour. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous peut-être révéler un dernier point sur la situation aujourd'hui sur le front des incendies? Alors c'est vrai que c'est le feu des Pyrénées-Orientales qui nous occupe, sur lequel nous sommes encore très actifs, puisqu'en fait, sur un certain nombre sur les flancs, nous avons une propagation toujours en cours, tête du feu également. Donc notre priorité, c'est, comme depuis le début des événements, c'est d'assurer la protection des populations. Là, il n'y a plus d'évacuation en cours, mais si cela devait être fait, nous le referions bien entendu. Donc première priorité, la protection des populations. Deuxième priorité, c'est enrayer la propagation du feu sur les flancs gauche et droit et réduire la tête du feu. C'est pour cette raison qu'il y a de nombreux moyens aériens qui sont sur ce chantier. Des sapeurs-pompiers, bien entendu, dont je salue le travail, puisque c'est un travail acharné qui est en cours depuis plusieurs jours maintenant. Donc ce travail conjugué, combiné entre les moyens au sol et les moyens aériens permettront à terme d'arriver à limiter la propagation de ce sinistre d'ampleur. Il y a un air sur ce plateau depuis quelques heures, et vous l'avez entendu là depuis le début de l'émission, faut arrêter de se flageller et de dire que la situation, elle est catastrophique toutes les 2 secondes et demie. Effectivement, on entendait François Gémen, qui est chercheur au CNRS, et qui est membre du GIEC, voilà, petit mélange, qui nous dit qu'on n'est pas si mauvais que ça, et qu'on a une stratégie bien à nous, attaquer très tôt. On va le réécouter, vous me direz ce que vous en pensez juste après, regardez. Pays comme les États-Unis, par exemple, n'ont pas de moyens aériens, donc arrivent avec des camions, et ont plutôt pour stratégie de protéger les habitations, quitte à ce que le couvert végétal parte en fumée. En France, il y a vraiment la volonté de circonscrire l'incendie au maximum, d'agir très très tôt au départ du feu. Si vous deviez résumer la stratégie française, c'est ça notre force, attaquer tôt. Ça nous sauve beaucoup. Oui, c'est prévention et lutte. Le côté prévention, on pourra en reparler plus tard si vous le désirez, mais sur le plan de la lutte contre le feu, la doctrine française, elle est très simple. C'est une lutte précoce et massive. Pourquoi je parlais de prévention ? Parce que tous les jours, 2 fois par jour, au Centre national de coordination avancée de la sécurité civile qui se trouve à Nîmes-Garons, là où se trouvent d'ailleurs nos avions de la sécurité civile, il y a un point très précis qui est fait entre les sapeurs-pompiers, Météo France, à partir également des données des techniciens de l'ONF. Sur cette base-là, les zones sont catégorisées en risques sévères, très sévères, etc. C'est sur cette base-là que nous prépositionnons des moyens au sol, au plus près des zones à risque, chaque jour. Et puis aussi, dans le ciel, il y a, ça n'est pas visible, il y a ce qu'on appelle le guet aérien armé. Ce sont les Dash qui sillonnent le ciel sur les zones classées à risque et qui vont détecter les départs de feu à plusieurs kilomètres à la ronde, vont se rapprocher de ces feux naissants et vont éventuellement faire ce qu'on appelle un largage d'opportunité, c'est-à-dire de larguer tout de suite sur le feu pour éviter sa propagation. C'est une détection précoce des feux, c'est un prépositionnement des moyens au plus proche des zones à risque, et une fois que le feu est déclenché, c'est bien entendu mettre un maximum de moyens terrestres et aériens, c'est ce qu'on appelle l'attaque massive.
Je voudrais qu'on regarde une séquence tournée par nos équipes de caméras de surveillance pour les incendies. Ça s'est passé dans l'Aude. Regardez l'extrait. Les pompiers surveillent le département à l'aide de caméras de surveillance renforcées grâce à l'intelligence artificielle. Des caméras pour alerter rapidement les pompiers sur place. Comme ici, à côté de Narbonne, cette équipe est positionnée avant même qu'un incendie se déclenche, dans un endroit à risque du département. Il faut être au plus près, au plus tôt et avec un maximum de moyens pour éviter tout ce qui pourrait être un scénario catastrophique. Si vous êtes témoin d'un départ de feu, appelez immédiatement les pompiers en composant le 18. Chaque minute compte. Voilà, au plus près. Alors, la séquence colle parfaitement avec vos propos. Christian Pinaudot, je rappelle, expert en prévention des risques et des feux de forêt. Oui, la situation est très difficile sur le front des incendies, mais ça ne veut pas dire que nous, Français, nous sommes mauvais. Vous dites aussi qu'il faut arrêter de s'autoflageller et d'estimer que c'est parce que nous ne savons pas faire face à la situation. Oui, je vais faire plaisir au colonel, mais on est plutôt parmi les meilleurs... toute modestie gardée par ailleurs, on est plutôt parmi les meilleurs sur le plan de l'Union européenne en tous les cas. C'est ce que je connais de mieux. Mais et pas seulement en juillet-août, parce que la période de risque de feu de forêt, je sais pas d'où ça sort. Ça, c'est pas juillet. Hein. Ça commence. J'ai travaillé pendant plus de 40 ans dans le Sud-Ouest. C'est avril-octobre la période de risque incendie de forêt. Alors bon, ce mois de juillet commence en fanfare, si j'ose dire, malheureusement. Mais il y a longtemps qu'on est tous sur le pied de garde. Et vous noterez justement sur ce plan-là que le premier dôme de chaleur qu'on a eu début juin, comme il n'y avait pas de vent, il n'y a pratiquement eu aucun départ de feu grave en tous les cas. Hein. Dès que le Mistral s'est levé, hein, j'étais à hier justement ce jour-là, oui. Et dès que le Mistral s'est levé, hop, les départs de feu, comme par hasard, ont démarré. Le vent au cœur de tout cela, vous nous l'avez dit. Effectivement, Pascal Perry, allez-y, je voulais réagir. Non, on avait un échange juste avant de rentrer en plateau avec le colonel qui attire mon attention sur un élément qu'on évoque très rarement. Allez-y. Alors, les pompiers parlent du coût du sauvé, de ce qui a été sauvé. Moi, je parlerais plutôt comme économiste du prix du sauvé. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des stratégies de lutte avec des objectifs. Je protège tel quartier, telle entreprise, dans telle entreprise. D'ailleurs, une entreprise, c'est un outil de production. C'est une unité de production qui va payer des cotisations sociales, des impôts, il y a des emplois. Donc, c'est sauvé. Si vous voulez, quand les pompiers interviennent pour sauver, d'abord en prévenant et puis en luttant contre l'incendie, vous avez un actif qui est sauvé. Et ceci répond manifestement à une stratégie avec des objectifs précis qui sont discutés avec probablement le préfet, les élus locaux, les chefs d'entreprise, enfin les instances représentatives du territoire, et je pense que ça mériterait d'être modélisé. Mais ça l'est. Alors formidable, mais comment pourrions-nous aller plus loin? Je vous soumets une autre séquence extraite d'un reportage de TF1 du côté de la Grèce. Les Grecs qui malheureusement sont particulièrement soumis à ces catastrophes, qui utilisent les images satellites. Extrait à nouveau et je reviens vers vous juste après. Voilà. Aussi, hein. S'inspirer des pompiers grecs, par exemple. Depuis mai dernier, ils utilisent ce réseau de satellites doté d'intelligence artificielle. Ils quadrillent tout le territoire. En clair, dès qu'un feu est détecté, les sauveteurs reçoivent une alerte précise. Nous saurons ainsi, heure par heure, comment le feu évolue, comment il se propage, mais surtout avoir une estimation de sa taille et de son intensité. Voilà, donc on n'est pas les plus mauvais, mais on a quand même des marges de progression. Non. Par exemple, sur ce plan-là, allez-y. Oui, alors c'est déjà à l'étude et même utilisé. C'est le satellite Copernicus qui nous permet effectivement de recueillir des données en termes de cartographie, ce qui nous permet effectivement d'estimer les surfaces parcourues par l'incendie, les surfaces brûlées. On peut aller encore plus loin et il y a un gros travail qui est en cours de développement avec Météo France qui aujourd'hui fournit des données déjà très fiables, mais qui, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des données satellitaires, demain nous fourniront encore des données plus précises qui nous permettront, parce que c'est important pour nous, d'avoir toujours un coup d'avance, qui nous permettront d'anticiper pour mieux adapter nos dispositifs et pour mieux intervenir plus rapidement, plus massivement et plus efficacement. Oui. Oui, moi je voulais vous poser une question. Sur ce plateau, on parle aussi beaucoup du conflit ukrainien et on explique que le drone a changé la phase de la guerre. Est-ce que c'est aussi valable pour la lutte contre les incendies ?
Le drone est déjà utilisé depuis plusieurs années pour le feu de forêt, pour faire des reconnaissances, pour faire aussi des recherches de points chauds avec des détecteurs de points chauds. Les drones sont utilisés pour tout type de feu. Je l'ai déjà utilisé par exemple pour des feux d'industrie. Ça permet d'avoir un visuel panoramique de toute la situation. Et on travaille, il y a au sein de la sécurité une mission drone qui travaille éventuellement pour d'autres choses. Peut-être que demain, le drone servira à emmener une lance à un tel endroit, amener du fret, amener du matériel, amener peut-être de l'eau. Là, ce sont des programmes de recherche, intelligence artificielle, détection vidéo, drone. Ce sont des programmes de recherche dans lesquels la sécurité civile est impliquée aujourd'hui. Christian Pinaudot, après on va parler des pompiers, des hommes, des femmes sur le front. Photosatellite, tout ça, on l'utilise... Et non seulement les pompiers, mais les forestiers aussi, et depuis des années. Je dirais simplement que nos amis grecs sont plus forts en communication qu'en lutte sur le terrain. Ah, et on les aide beaucoup, nous, les Grecs, et aussi les Espagnols, les Portugais. On aide beaucoup nos voisins européens. Le mécanisme européen de protection civile, il concerne tous les pays. Ah oui. Là, actuellement, nous avons des Roumains qui sont dans les Pyrénées-Orientales, qui travaillent avec nous. Nous avons aussi des Grecs qui sont prépositionnés. Demain, nous allons recevoir des avions bombardiers d'eau qui viendront de la Suède, qui viendront de Chypre, qui viendront d'Espagne. Nous mettons à disposition une cinquantaine de sapeurs-pompiers également dans certains pays européens. Et il se peut que dans 15 jours, 3 semaines, nous ayons une sollicitation d'un pays européen demandeur et en besoin d'avions. Si nous sommes dans une période un peu plus creuse, qu'on souhaite, eh bien, c'est cela la solidarité européenne. La solidarité, en période de crise, elle doit jouer à tous les niveaux. Elle joue localement. Vous avez montré des images où les maires des communes accueillent les populations évacuées, les habitants viennent apporter leur aide, etc. Ça, c'est de la solidarité locale. Au niveau national, elle joue, puisque les sapeurs-pompiers sont capables aujourd'hui de venir renforcer leurs collègues. Je prends un exemple, les pompiers du Nord qui viennent renforcer les pompiers du Sud-Est, solidarité nationale, jusqu'au niveau européen avec le mécanisme de protection civile. La transition, elle est parfaite parce que justement, j'ai un nouvel extrait à vous soumettre. Non mais on a compté effectivement sur l'effort des Roumains ces dernières heures. 40 soldats du feu roumains sont arrivés à la fin du mois de juin au terme de plus de 2000 km de route avec leur camion-citerne. Vous m'arrêtez si je me trompe, dans le cadre d'un dispositif d'entraide. Regardez encore cet extrait, parce que c'est là-dessus qu'on s'appuie beaucoup aujourd'hui. Regardez. Un camping transformé en brasier. Des flammes d'une dizaine de mètres de hauteur et ces pompiers venus en renfort de Roumanie qui éteignent l'incendie. Sur cette autre vidéo, une explosion. Peut-être l'une des nombreuses bonbonnes de gaz présentes un peu partout dans les habitations et que les pompiers roumains s'empressent de déplacer, équipés de masques à gaz. Je suis au niveau du stockage. Dans combien de temps je peux avoir du renfort ? Tout le mois de juillet, ces 40 pompiers sont logés au sud de Perpignan. Ils sont venus avec leurs propres véhicules, dont plusieurs camions-citernes. Un dispositif d'aide européen coordonné par les sapeurs-pompiers français. Voilà, ces images quand même impressionnantes de ces pompiers romains qui déplacent 150 bonbonnes de gaz en urgence dans un camping de Canet-en-Roussillon. Mais là quand même, c'est là mon petit côté obscur, on a l'impression que c'est pas tout à fait suffisant pour les jours et même pour les heures à venir. Pourquoi je dis ça ? Parce que du côté de l'Hérault, on a vu la préfète, le contrôleur général, le directeur du SDIS appeler les employeurs, les agents municipaux, tout le monde à libérer les volontaires. Parce que ceux qui sont sur le terrain, là, ils n'en peuvent plus. Ils sont usés. Il va falloir faire beaucoup plus. Et est-ce que beaucoup plus va être déployé dans les prochaines heures ? De quoi vous pouvez nous parler ? Alors, ces conventions employeurs, peut-être que vous les découvrez, mais elles existent et elles servent toute l'année. Parce que là, bien sûr, nous avons besoin de sapeurs-pompiers sur place. Les sapeurs-pompiers professionnels sont à pied d'œuvre. Ils sont renforcés effectivement par des pompiers volontaires. Mais les conventions employeurs, elles existent toute l'année parce qu'on a besoin de pompiers toute l'année. Il y a la canicule, il y a quelques jours, quelques semaines. C'était ces mêmes pompiers qui aujourd'hui sont sur les feux, qui étaient dans les ambulances et qui allaient porter secours à domicile ou sur la voie publique. Et c'est toute l'année qu'on a besoin de sapeurs-pompiers. Les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires qui sont sur le territoire peuvent bénéficier de conventions
employeurs, des employeurs qui peuvent les libérer sur leur temps de travail, soit pour se former, soit pour être opérationnels. Et là, effectivement, cette convention, elle prend tout son sens dans ce moment où on a besoin de relève aussi, parce que, vous l'avez dit, les sapeurs-pompiers sont aussi fatigués, ils doivent être relevés. C'est la sécurité aussi de nos agents qui est en jeu. On continue de mettre cette question au cœur de notre grand dossier aujourd'hui. La France a-t-elle les moyens de sa stratégie contre les incendies ? La France est-elle dépassée ? Maintenant, on va essayer justement de vous dire la vérité sur ces moyens de lutte contre les incendies. On parle de Canadair, mais on parle encore une fois aussi des femmes et des hommes qui sont sur le terrain. Christian Pinaudot, vous m'accompagnez cette fois pour expliquer à nos téléspectateurs. Voilà ce qu'il en est. Le syndicat des sapeurs-pompiers volontaires tire la sonnette d'alarme. À ses yeux, il y a un risque d'épuisement cet été. Qu'en savez-vous ? Que pouvez-vous nous dire à nos téléspectateurs qui se trouvent ici, si vous voulez bien vous tourner un peu vers eux ? Alors d'abord, qu'un syndicat tire un signal d'alarme, c'est classique, si j'ose dire. Tous les syndicats le font, donc c'est normal. Surtout dans une période comme ça où il y a une activité très forte. Mais le statut des volontaires en France est tout à fait extraordinaire. Donc le colonel y a fait allusion tout à l'heure. D'abord, ça existe depuis des décennies et des décennies. Donc tous ces gens ont une autre activité, bien sûr, mais en même temps, ils sont couverts par une assurance sociale, ils ont des indemnités, les employeurs, le plus souvent, maintiennent les salaires. Les bons employeurs, si j'ose dire, maintiennent les salaires malgré les sorties des pompiers volontaires. Et c'est une organisation qu'il faut absolument conserver. Alors certes, il y a peut-être des améliorations sur le plan statutaire, mais c'est quelque chose d'unique d'ailleurs qui n'est pas très bien compris au niveau européen, parce que la Commission a pris des décisions un peu originales, pour ne pas dire autre chose, à côté de la plaque par rapport au statut des pompiers volontaires. Assimilant ça à un travail à temps plein, donc ils se sont un petit peu pris les pieds pris les pieds. Bon, ouais. Bref, en tous les cas, ce statut, il faut absolument le maintenir. Les pompiers volontaires, c'est une richesse irremplaçable en France. Et vous me permettez de donner quelques chiffres pour nos téléspectateurs. En France, environ 250 000 sapeurs-pompiers, seulement 50 000 professionnels. Les autres, environ 200 000, c'est certainement trop méconnu, sont des volontaires. Ça veut dire qu'ils ont un métier à côté. Oui. Et c'est un chiffre qui n'augmente pas, alors que le nombre d'interventions, lui, ne cesse d'augmenter. Alerte sur un risque donc d'épuisement, de fatigue et de disponibilité. Oui, mais vous disiez seulement 50 000 pompiers professionnels. Bon, là-dessus, il faut aussi, il y a aussi des pompiers militaires dont on parle rarement, mais qui existent aussi et qui viennent compléter les forces volontaires et les forces professionnelles. Vous avez eu raison de le rappeler. Voilà. L'autre grande question, et on en parle souvent dans cette émission, c'est la question des moyens dans les airs, et en particulier la question des avions bombardiers d'eau. A-t-on assez de Canadair, pour faire simple ? Oui. Oui. Vous nous dites que oui. Absolument. Enfin, en termes d'équipement aérien, on est parmi, je crois pouvoir le dire, les mieux équipés de l'Union européenne. Avec 12 Canadair, 8 Dash, 3 Beechcraft et 40 hélicoptères. Oui, plus les avions légers qu'on loue, que la sécurité civile loue, qui s'ajoute à tout ça. Et puis les Canadair, 12 Canadair, au regard de la surface française, c'est plutôt très bien comme nombre. Il y en a 2 de plus qui vont arriver en 2028, et puis deux autres en 2032 ou 30, quelque chose comme ça. 33, début 33, dit, je crois, Laurent Nunez dans sa dernière communication. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, je crois, mais le système de solidarité européen fait qu'il y aura 4 engins... 4 Canadair bombardiers d'eau qui vont être affrétés sur la France aussi, pour les prochaines semaines. Voilà, 2 de plus 2028, et c'est bien ça 2033. Dans la toute dernière communication, je crois même qu'elle date du jour de Laurent Nunez, qu'on attend toujours sur place dans les Pyrénées-Orientales. On parle de début 2033 pour les 2 supplémentaires. On est maintenant en direct avec David Pincet. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça, c'est vraiment passionnant de vous entendre, parce que vous développez un Canadair à la française, avec votre start-up qui s'appelle Inaero, et vous êtes, je le précise également, ancien général de l'armée de l'air, ex-patron de la flotte d'avions de la sécurité civile. Vraiment, merci de prendre le temps d'être avec nous. Quand on dit 2 Canadair supplémentaires pour 2028, 2 supplémentaires début 2033, je vous pose la question aussi clairement que je l'ai posée depuis le début de l'émission. La France est dépassée, selon vous ? Alors bonsoir et merci de cette invitation. Alors en fait, nous, on se positionne très clairement sur une stratégie de renouvellement des flottes pour pouvoir lutter à la fois contre les défis actuels, mais également les défis dans 20 et à 30 ans.
On sait très bien aujourd'hui que la tendance, c'est l'allongement des saisons feux, c'est la multiplication des situations climatiques qui sont propices aux méga-feux, tels que, hélas, on les vit aujourd'hui. Et d'ailleurs, nos pensées de soutien pour les pompiers au sol et les pompiers en vol qui, aujourd'hui, sont engagés et luttent contre ces monstres et ces désastres environnementaux. Nous, notre positionnement, c'est clairement le renouvellement des flottes en Europe avec une capacité souveraine, une capacité qui sera issue d'une coopération industrielle entre la France avec nos partenaires industriels, dont Airbus, et certains pays, notamment, qui ont exprimé leur intérêt, comme l'Italie et l'Espagne aujourd'hui. Il arrive quand, votre nouveau Canadair ? Alors, c'est un avion amphibie bombardier d'eau. Le Canadair, c'est un avion canadien. Le frégate F-100 rentrera en service opérationnel, on l'espère, en 2032. Oui, c'est long de pouvoir concevoir et faire certifier aujourd'hui en Europe un avion conçu pour pouvoir lutter efficacement contre les feux. Mais au-delà de la souveraineté, notre avion, le frégate, va apporter une capacité opérationnelle double du Canadair aujourd'hui, c'est-à-dire sur une mission feu de 3-4 heures, on va pouvoir amener 2 fois plus d'eau, avec plus de précision et surtout plus de sécurité des vols. Alors, si vous ne le saviez pas, je le rappelle, on est avec le colonel Jérôme Boulanger, qui est porte-parole de la sécurité civile. Vous êtes également pompier vous-même. Vous comptez les minutes avant l'arrivée de ces nouveaux Canadair Made in France ? Parce qu'on va en débattre, il y a un sujet de souveraineté française et européenne derrière tout ça. Alors là encore, ça n'est peut-être pas visible, mais nous, on travaille sur un continuum. C'est-à-dire qu'il y a la flotte de Canadair qui est dite vieillissante, mais il faut savoir qu'un avion ne part pas à la retraite, surtout que ce sont des avions qui n'ont pas beaucoup d'heures de vol tous les ans. Là, on les voit beaucoup voler et c'est tout à fait normal, mais si on rapporte cela à l'année, ce ne sont pas des appareils qui volent beaucoup et ce sont des appareils qui sont très bien entretenu. Là, il faut savoir que lorsqu'il rentre à Nîmes le soir, il passe la nuit en révision, en maintenance, que cette maintenance, elle n'est pas valable que pendant cette période de saison de feu de forêt. C'est une maintenance qui est valable toute l'année. Et ça, donc, ça concerne les Canadair. Il y a les Dash, il y a les Canadair supplémentaires, mais nous travaillons aussi, effectivement, sur des projets d'avenir. Et monsieur l'a bien expliqué avec Inaero. Nous avons des travaux communs avec un certain nombre d'équipementiers français et pour préparer l'avenir. Donc, il n'y a pas de rupture entre aujourd'hui, ce qui se passe avec l'achat des nouveaux Canadair par l'État, et puis la préparation de l'avenir à laquelle la sécurité civile travaille. Autre chose, par exemple, très, très rapidement, les hélicoptères. Nous avons en propriété 39 hélicoptères à la sécurité civile. Cette saison, nous faisons une expérimentation pour pouvoir, avec nos nouveaux hélicoptères, les D3, utiliser des paniers bombardiers d'eau. Et cela, c'est une expérimentation que nous menons dans 2 départements. En 2022, alors que l'été a été un enfer sur le front des incendies, une fois de plus, Emmanuel Macron, il avait promis un réarmement aérien. Alors, il y a eu des sous sur la table, c'était 250 millions. Ils ont été versés, sauf erreur de ma part. Mais on a tout remis, si je résumais, une entreprise qui se trouve au Canada. Et on mise sur elle. Non, c'est ça. Non, je me tourne vers Pascal Perry, si je puis me permettre. On a un petit sujet quand même de souveraineté, d'autant que nos amis d'Amérique du Nord, s'ils ont beaucoup d'incendies, ils vont peut-être préempter un peu le... Non, c'est possible que, oui, effectivement, enfin, ce phénomène est à prendre en compte. Alors, bon, ça prend du temps de développer un avion. C'est-à-dire que c'est pas une affaire, on dessine pas un avion sur un coin de table, etc. Inaero y travaille depuis très longtemps. On vous a expliqué qu'en effet, c'était le double de la capacité actuelle, donc c'est probablement entre 10 et 12 000 litres d'eau à chaque fois, à chaque passage. Ça dure 20-25 secondes, le réapprovisionnement. C'est des avions qui sont des avions quand même atypiques, il faut pouvoir d'un seul coup l'alléger. On l'alourdit, on l'allège. Vous imaginez la contrainte que
sais. Vous imaginez, vous, un avion qui est un avion de transport de passagers, qui perdrait le poids de tous ses passagers en l'espace de quelques secondes. C'est exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui. Je pense que c'est un très bon appel. On a cette logique, en effet, de souveraineté aujourd'hui. Simplement, Amélie, il n'y a pas de polémique autour de cette question. On ne doit pas faire de polémique. C'est-à-dire qu'on doit prendre le temps de l'industrie. Là, on est dans le temps de l'industrie. On n'est plus dans le temps de la réaction un peu épidermique ou de la politique, si vous voulez. Développer un avion, ça prend du temps. On a une véritable expertise en France. On a des Canadair qui sont encore tout à fait opérationnels. Vous le disiez tout à l'heure, un avion, plus ça vole, et donc c'est une affaire de durée de vie, si vous voulez, plus c'est sûr. C'est vrai pour les avions qui transportent du matériel, des passagers ou de l'eau. Je me tourne vers Guillaume Roquette parce qu'en parlant canicule, vous aviez insisté sur la question de la souveraineté, par exemple, quand notre entreprise, fleuron français de chauffage et circulation d'air exactement, est partie à l'étranger. Ça vous tient à cœur, cette question de la souveraineté. D'accord, il n'y a pas de polémique, mais est-ce que vous voyez un sujet ? Oui, il y a un sujet qui s'appelle la désindustrialisation de la France. Alors là, en l'occurrence, pour ce qui est de l'Atlantique, les pompes à chaleur et les climatiseurs réversibles seront toujours fabriqués en France, mais effectivement, c'est l'actionnariat qui va changer parce que malheureusement, la famille propriétaire de cette entreprise s'entendait pas et donc, comme souvent c'est le cas, ils ont vendu. Mais effectivement, les Canadair, comme les Dash d'ailleurs, sont fabriqués par des constructeurs aéronautiques étrangers, donc il est heureux qu'on puisse avoir un retour en France avec le programme qui vient de nous être présenté. Il y a donc cet enjeu de souveraineté, il y a aussi cet enjeu de finances publiques, parce que vous faisiez allusion aux promesses d'Emmanuel Macron après les gigantesques incendies, je crois que c'était 32 000 hectares dans les Landes de Gascogne à l'été 2022, et l'année d'après, là je parle sous votre contrôle mon colonel, le budget de la sécurité civile avait été amputé de 53 millions, parce que on avait des difficultés à passer le budget. Donc je pense que là encore c'est comme pour la canicule, si on veut un plan massif de climatisation, notamment de nos équipements publics, il va falloir trouver de l'argent quelque part. Je veux dire, ce sont ces nouveaux risques-là qu'il faut financer. Je pense qu'ils sont incompatibles avec l'état de délabrement des finances publiques françaises. Deux remarques. La première, elle concerne le partenaire Inaero avec lequel nous travaillons. Il y a deux autres programmes avec lesquels nous travaillons. Deux autres programmes pour des avions bombardiers d'eau. Il y a Kepler, il y a Positive Aviation et il y a donc Inaero. Trois partenaires français avec lesquels nous travaillons sur des projets de développement. Sur la question des moyens, 2022, le président Emmanuel Macron a dit effectivement il faut revoir notre flotte, il faut la compléter et il faut aussi investir pour les camions de pompiers. Ce qu'on a appelé le pacte capacitaire, ce sont 100 millions d'euros qui ont été donnés aux services départementaux d'incendie et de secours pour pouvoir financer de nouveaux camions de pompiers. Aujourd'hui, ces programmes sont aboutis. Les derniers camions sont en train d'arriver et ils sont fabriqués principalement en France. Et pour les avions, c'est deux choses. C'est tout d'abord le rétrofitage des 12 Canadair que nous possédons, c'est-à-dire une révision, une modernisation complète, plus l'achat de 4 nouveaux Canadair, 285 millions d'euros qui ont été financés par l'État pour ce programme. Donc on voit qu'aussi bien pour les moyens terrestres que pour les moyens aériens, l'État a fait un effort considérable. On attend de le voir donc se concrétiser. Effectivement, ça se fait pas en un jour. Un avion surtout de ce type-là. Je voudrais juste montrer le comparatif avec nos voisins du Sud qui ont du coup un historique face aux incendies plus important que le nôtre, bien évidemment. L'Espagne, c'est 18 Canadair. L'Italie, c'est 18. La Grèce, c'est 17. Et la France, c'est 12. Depuis les Dash. Depuis le début de la canicule. Depuis le début de la canicule, il y a un discours qu'on entend beaucoup sur ce plateau, c'est de dire maintenant, il va falloir se mettre dans la tête que nous sommes un pays du Sud. Voilà. Donc, il va falloir s'armer comme un pays du Sud. Vous êtes toujours avec nous, monsieur, vous qui construisez le Canadair du futur Made in France. Parlons sous. Est-ce que vous dites il va falloir plus d'argent ? Il faut qu'on nous accompagne, il faut qu'on nous aide. Donnez-nous plus de moyens pour faire face à notre nouvelle réalité. Alors, comme l'a dit fort justement le colonel, en fait, il n'y a pas de dichotomie ou de rivalité. On est bien dans un continuum. Hein, c'est un engagement du président de la République pour une extension de flotte de 12 à 16 avions et en parallèle la préparation d'un avenir plus lointain avec Inaero et particulièrement le frégate parce que notre avion
est un avion coque, un avion écopeur, et c'est ça le besoin opérationnel qui a été exprimé par les équipages en France, en Italie, en Grèce et en Espagne. Nous avons déjà le soutien de la sécurité civile au travers d'une lettre d'intention. Nous avons les partenariats industriels qui sont en place, notamment avec Airbus Defence and Space. Nous avons depuis juin l'année dernière, pendant le salon du Bourget, le soutien formel de l'État français. Nous sommes lauréats de France 2030 avec une aide financière conséquente partagée entre la BPI et la région sud dans laquelle nous sommes installés. Le réel défi pour nous, effectivement, c'est de pouvoir assurer l'ensemble du financement du développement de l'avion, qui est aux alentours d'1 milliard d'euros. C'est ce que ça coûte de créer un avion qui aura la robustesse et la performance et la sécurité qui sont attendues pour les 30 ans à venir. Et ça, on le fera d'autant mieux qu'on arrivera à porter ce programme auprès de la Commission européenne et de la Banque européenne d'investissement à plusieurs pays. C'est pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure l'intérêt manifesté par le ministère de la crise climatique espagnol l'ITECO, par Leonardo, qui est l'industriel aéronautique italien, et qui pourrait, avec le soutien de l'État, nous permettre d'accélérer et d'être au rendez-vous à l'horizon 2032 pour pouvoir lutter efficacement contre les feux. On reste ensemble. Valérie Lataf, allez-y. Je voudrais parler d'autre chose que de finance, si vous me le permettez. Je retourne sur ce sujet vers Pascal. Là-dessus, mais juste d'un mot. Aujourd'hui, il y a 10 ONG qui ont publié une forme de rapport sur les reculs environnementaux à cause de Bruxelles. Il y a eu 20 reculs, notamment la loi pour lutter contre la déforestation qui a été reportée à fin 2026. En ce moment, je trouve que c'est éclairant de voir cela. Il y a eu un certain nombre de reculs, donc les finances, c'est très important, les capacités, c'est encore plus important, mais il y a aussi l'intention politique, et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que le Green Deal qui a été peu à peu détricoté soit complètement à côté de la plaque. Pascal Perry. Oui, non mais à l'évidence, néanmoins, quand on regarde une carte forestière de France, aujourd'hui, Valérie, nous avons des forêts plus denses qu'au début du XXe siècle. C'est-à-dire que absorbe moins le CO2. Alors, oui, mais c'est lié à des phénomènes d'usure. Le premier facteur d'absorption du CO2, ce sont les océans. Ensuite les forêts, ensuite les prairies. Il y a une espèce de hiérarchie dans ce domaine. Alors oui, il y a des contraintes budgétaires. Et c'est un peu le débat, vous nous ramenez, Valérie, au débat sur fin du monde, fin du mois. C'est-à-dire que comme les moyens publics sont relativement limités et qu'on considère que l'ambition de l'Europe aujourd'hui, dans un monde où il y a des puissances qui s'affirment, l'ambition de l'Europe, ça doit être précisément le retour à la puissance. Pendant une dizaine d'années, la philosophie de l'Union européenne, de la Commission européenne, ça a été la décroissance agricole, industrielle, etc. On était dans un monde, un peu un monde de bisounours, dans lequel on se disait le monde est facile finalement et on s'en sortira toujours. On s'est aperçu que la lutte est âpre entre les grands ensembles économiques et donc progressivement, en effet, la philosophie européenne, c'est de revenir à la puissance de production. Et ça s'est fait, je le regrette aussi comme vous, au détriment d'un certain nombre d'ambitions environnementales, considérant que l'ambition de puissance dominait le reste. Allez-y. Je veux faire remarquer que en France, on ne travaille pas en silo. Il n'y a pas d'un côté la sécurité civile avec le ministère de l'Intérieur qui travaille sur la question de la lutte, de l'autre côté tel autre ministère qui travaille dans son coin, etc. Sur la question des forêts, nous travaillons au ministère de l'Intérieur avec le ministère de la Transition écologique. Aujourd'hui, on travaille avec le ministère de l'Agriculture parce que les problématiques qui touchent les forêts touchent aussi la question des récoltes et ce sont les ministères qui, en transversalité, peuvent apporter des solutions. Si chacun travaille dans son coin, on n'y arrive pas. Donc il faut effectivement, parce que la forêt, parce que l'agriculture, les enjeux agricoles, les enjeux forestiers concernent tout le monde, et la lutte n'est qu'un aspect, finalement, de cette philosophie. Allez-y, monsieur Pinaudot. Oui, alors là, il y a beaucoup à dire, parce qu'en termes de prévention, et la prévention, c'est la condition sine qua non de l'efficacité de toute la chaîne derrière, et notamment de la lutte. Ça facilite grandement l'efficacité de la lutte. Or, s'il y a un soutien financier, même si on peut en discuter les montants, mais ça, on adore ça, s'il y a un soutien financier pour la lutte, c'est très bien et c'est réel. Par contre, sur la prévention, alors là, c'est la catastrophe totale.
Là, il n'y a plus rien sur la prévention. Alors, moi, les travails en silo entre l'environnement et l'agriculture, je peux vous dire que ça existe. La preuve, ils ont sorti un arrêté interministériel en 2024, c'est-à-dire 6 mois après la loi, pour appliquer les obligations légales de débroussaillement qui est inapplicable. Mais ça, c'est une spécialité française, si vous voulez. Si vous n'avez pas 3 codes pour décrypter ce qu'il y a dans l'arrêté, vous ne savez pas ce qui est écrit. Donc, c'est cet arrêté-là qui descend au préfet. Le préfet, il ne sait plus quoi faire, là aussi. Il faut qu'il réunisse ses services, etc. Là, on est en 2025. Il y a des mois qui se sont passés, mais sur le terrain, il ne s'est pas passé grand-chose, n'est-ce pas ? Et en 2025, vous avez Madame Pannier-Runacher qui décide, en avril 2025, de reporter l'application des obligations légales de débroussaillement en septembre 2025. Je suis étonné que personne n'ait remarqué ce truc qui est quand même énorme. Et nous sommes donc maintenant en juillet 2026. Combien il y a de plans de débroussaillement qui ont été validés ? Quelques dizaines, alors qu'il y a 52 départements concernés. Et là, il y a, mais c'est pas une anomalie, ça, c'est une faute grave. Car quand on est dans le domaine de la protection des biens et des personnes, la notion d'urgence doit s'appliquer. Et elle ne s'applique pas. Alors, pour essayer d'être positif, on peut espérer que les catastrophes telles que celles qu'on est en train de vivre en ce moment motivent les propriétaires concernés, c'est-à-dire les gens qui sont soumis à ces obligations de débroussaillement. J'ai vu que ce sont les statistiques de l'Office national des forêts. Quand ils font des contrôles, il y a à peu près un propriétaire sur 2 qui respecte partiellement ces obligations en matière de débroussaillement, et il y en a 30%, donc 1 sur 3, un peu moins, qui respectent parfaitement ces obligations. Donc ça veut dire qu'on a encore une marge de progression dans ce domaine-là. Or, on le sait bien, c'est un débroussaillement bien fait. Je crois que préventivement, c'est assez efficace. Monsieur Pincé est toujours avec nous et je le remercie. Vous qui, encore une fois, j'aime bien le répéter visiblement, qui construisez le Canadair Made in France de l'avenir, du futur. Quel regard vous portez sur le débat qu'on a ici en plateau, sur les fautes graves en matière de prévention, par exemple, ou les nécessités de budget ? Alors, en tant qu'ancien responsable en charge des avions de la sécurité civile, d'abord, je me garderai bien d'émettre le moindre avis sur la gestion de crise. Ce que je sais, pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'est que c'est très compliqué entre le niveau national, le niveau zonal, régional et le niveau local. La coordination de l'ensemble des moyens, qui soient au sol, en vol étatique ou privé, la déconfliction, c'est vraiment des équipes d'experts qui sont entraînées pour pouvoir gérer ces situations de crise extrême. Donc moi, je n'ai absolument aucun état d'âme pour à nouveau exprimer toute ma reconnaissance à nos pompiers et à toute la chaîne de commandement pour le travail qu'ils font aujourd'hui. Nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir avoir le soutien de l'État, la possibilité de dialoguer avec la sécurité civile en France, mais également dans les autres pays, pour être sûr que le frégate, la solution opérationnelle que l'on va amener sur le marché très bientôt, réponde parfaitement aux besoins opérationnels exprimés avec les critères aujourd'hui d'efficacité et de sécurité que peut apporter un avion moderne qui est conçu pour ça par rapport aux autres programmes qui sont des transformations d'avions de transport régionaux. Merci beaucoup David Pincé, à la tête de la start-up Inaero, avec donc dans les tuyaux, vous fabriquez le Canadair Made in France de demain, ancien général de l'armée de l'air et ex-patron de la flotte d'aviation de la sécurité civile. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. On va se pencher sur une autre question maintenant. Autre enjeu, quelles sont les conséquences économiques de ces incendies ? Situation alarmante selon France Assureur. En 2024, l'ensemble des événements climatiques, ça a coûté 5 milliards au pays. Mais on va plus loin avec Pascal Perry qui m'accompagne. Pascal, avec la multiplication des incendies, la facture, elle explose d'année en année.
Oui, c'est une facture qui est de plus en plus lourde à porter pour la communauté nationale. Alors, puisqu'on évoque les avions, la flotte de ces Canadair, vous allez retenir ce chiffre simplement. Vous savez qu'il y a un coût horaire, c'est 16 000 € de l'heure de vol. Ce qui est assez peu, finalement, ce qui est relativement économique, mais vous le multipliez par le nombre d'heures de vol, là, en ce moment. Alors, il y a les travaux de prévention, il y a les vols qui sont destinés à évaluer la situation, à évaluer le risque, et puis à traiter les incendies. Ça fait une petite somme. Il y a un coût de maintenance également, c'est une trentaine de millions d'euros. J'allais dire que compte tenu des débats qu'on a en termes de finances publiques, et on les a très régulièrement sur ce plateau, on parle plutôt de milliards. Donc là, ce prix, si vous voulez, le prix que la collectivité paye, sert à protéger la société. Il sert à protéger la nature, il sert à protéger les personnes, bien sûr, il sert à protéger les habitations, les actifs de production. Je vais vous dire que c'est finalement un assez petit prix à payer, une petite contribution à payer pour protéger l'ensemble de la société qui est exposée au risque. Et cette facture, c'est tous les Français qui la payent, chacun d'entre nous, dans les contrats d'assurance notamment ? Alors d'abord, oui, les coûts d'indemnisation ont beaucoup augmenté et la conséquence. Qu'est-ce que c'est qu'un assureur ? Un assureur, c'est quelqu'un qui assure un aléa. L'aléa, c'est quelque chose qui, par définition, n'est pas tout à fait certain, n'est pas tout à fait sûr. Quand il n'y a plus d'aléa, c'est-à-dire quand la survenue du sinistre est quasi automatique, prévisible, c'est ce qui peut-être va se passer. On a eu des incendies l'été dernier, il y en a eu en 2022, cette année, peut-être l'année prochaine. Eh bien, l'assureur, il vous facture. Il y a deux options. Soit il ne vous assure plus du tout parce qu'il considère que le risque est tellement élevé que le prix est dissuasif. Soit il vous impose une surprime. La surprime catastrophe naturelle aujourd'hui, elle est obligatoire et elle est passée de 12 à 20% de l'ensemble. C'est une moyenne, de 12 à 20% de l'ensemble des contrats d'assurance. Tout le monde la paye. Vous voyez, il y a par exemple cet exemple de l'assurance automobile. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a un rapport entre l'assurance automobile et les incendies ? Est-ce qu'il y a un rapport entre les assurances automobiles et les incendies ? Il n'y en a pas. A priori, théoriquement, il n'y en a pas. Je vais vous répondre pourtant. La surprime, elle est passée de 6 à 9%. Le contrat d'assurance de dommages aux biens, et là, vous ne me poserez pas la question parce que le lien est évident, la surprime est passée de 15 à 20%. Ça signifie donc que nous payons tous. C'est un risque qui est mutualisé et c'est la seule façon de le couvrir sur le plan budgétaire. C'est la seule façon de le rendre acceptable par la société. Excellent, Pascal Perry. Merci beaucoup. On me dit dans l'oreillette que Laurent Nunez est en train d'arriver dans les Pyrénées-Orientales à l'Île-sur-Tête. On va suivre ça avec attention. Dès qu'il y a la moindre image, on prendra la direction du terrain, bien sûr, pour le suivre. Mais en attendant, je me tourne à nouveau vers vous, colonel. Quand vous voyez les questions économiques, je vais être très pragmatique. Mais est-ce que vous dites, après tout, et si ça réveille les esprits ? Le fait que chacun le paye, que ça nous coûte, est-ce que vous espérez que ça nous réveille ? Alors, il y a un grand absent dans toutes ces discussions. Ce grand absent, c'est qui ? Allez-y. C'est le citoyen. C'est le citoyen, le grand absent, parce que là, on parle du contributeur aux assurances. Très bien, mais le citoyen doit être le premier acteur de sa sécurité. Je crois qu'en France, nous avons aussi un travail à mener et la sécurité civile en France l'accompagne très clairement. C'est ce qu'on appelle le développement de la culture de la sécurité civile ou la culture de la résilience. On parle aujourd'hui du feu de forêt. Il y a quelques semaines, quelques mois, on parlait d'inondations. Ces phénomènes climatiques, tout le monde s'accorde à dire qu'ils seront de plus en plus présents, qu'ils seront de plus en plus intenses et qu'ils seront de plus en plus durables. Il faut acculturer le citoyen de manière à le sensibiliser, le former pour qu'il adopte les bons gestes, les bonnes pratiques. La journée de la résilience, je ne sais pas si vous avez ça en tête, c'est tous les ans le 13 octobre. Une journée pour travailler de la résilience, c'est pas suffisant, c'est tous les jours que nous devons amener le citoyen à être plus résilient. Et ça, ce sont des programmes qui sont faits au niveau locaux, par les préfets, par les régions, par les maires, de manière justement à amener le citoyen à être acteur de sa sécurité et acteur de la résilience. Pascal. En termes de philosophie de politique publique, il y a une idée qui devrait s'imposer. Les coûts de ces conséquences, des incendies notamment, sont mutualisés. Tout le monde le paye. Il faut donc en appeler à la responsabilité personnelle.
une responsabilité civile et une responsabilité pénale. C'est-à-dire, pour dire les choses très clairement, en pleine période de sécheresse, quelqu'un qui utilise un barbecue sur le bord de la route, alors que la chaume, alors qu'on vient de moissonner par exemple, et qu'il y a de la chaume à proximité, prend un risque considérable. Il expose l'ensemble de la société. Quelqu'un qui jette son mégot, y compris sur une autoroute où on est dans un espace qui est pas nécessairement l'espace le plus à risque, a également une responsabilité. Donc il faut aujourd'hui aller chercher la responsabilité personnelle. La seule façon, mon colonel, la seule façon d'attirer l'attention, la sanction est parfois un outil pédagogique, pour dire les choses très simplement. Et si on passe à chaque fois, eh ben ça produit des conséquences qu'on voit ailleurs, notamment dans les phénomènes de délinquance. Guillaume. Si on élargit, si on dézoome un peu, on peut dire que cet appel à la responsabilité collective, jusqu'à présent, ça a été un échec complet. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire des canicules, des feux de forêt qui se multiplient, c'est une conséquence du dérèglement climatique, dont on nous parle depuis 15 ans. Or, à chaque fois qu'il y a eu des mesures concrètes qui ont voulu être mises en œuvre, elles ont été rejetées massivement par les Français. Je pense à la taxe carbone, au gilet jaune, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Et quand on voit les scores relativement modestes, qui sont ceux des écologistes, dont ce sujet est un des thèmes favoris, on s'aperçoit que pour l'instant, les Français disent oui, ok, mais tout ça c'est théorique. Ce qui est possible, c'est qu'effectivement, avec la multiplication de ces événements qui touchent à peu près tout le monde, la canicule, en tout cas la dernière, il y a 10 jours, elle touchait quasiment toute la France. Peut-être que là, ça va un peu faire changer l'état d'esprit. C'est-à-dire que les gens disent, ok, ça c'est plus seulement un truc théorique, c'est plus seulement le fonds de commerce de Marine Tondelier, c'est aussi quelque chose qui nous touche directement. Et peut-être que là, ça va changer l'état d'esprit. Oui, il y a une petite partie de Marine Tondelier en vous qui est en train de se réveiller. Non, mais moi je pense que... je ne pensais pas dire cette phrase un jour. Je pense que les réponses des écologistes, on ne va pas lancer la polémique sur les climatiseurs, mais elle me semble être symptomatique. Les réponses proposées par les écologistes sont les mauvaises, mais les questions qu'ils posent sont pertinentes. Sur les comportements. Les alertes des écologistes sont les bonnes. Les réponses, on peut en discuter. Ce ne sont pas seulement des questions. Ils ont quelques réponses fondées sur des rapports scientifiques. L'apport de la science à ce qui est en train de se passer est absolument déterminant. On ne peut pas l'écarter d'un revers de main. On peut discuter de l'idéologie, on peut discuter des moyens, mais on ne peut pas discuter des alertes qui ont été agitées parfois peut-être sans communication nécessaire, par les écologistes et par un certain nombre de gens qui nous disent depuis maintenant plus de 20 ans que ce qui est en train de nous arriver était prévisible. Christian Pinaudot, tout le monde va payer, tout le monde doit payer? Non mais... Sur le plan du financement, alors d'abord, les rapports sur cette situation-là, je peux vous en citer de bien avant 20 ans. Oui, j'imagine. Les forestiers ont tiré la sonnette d'alarme bien avant les écolos qui sont surtout urbains. Je ferme la parenthèse. Il y a un impôt pour payer tous les pompiers. Il s'appelle la taxe de capitation qui est prélevée au niveau communal jusqu'au SDIS au département. Alors, son défaut, c'est qu'il apparaît plus en tant que tel. Et sur le plan de la pédagogie, c'est un défaut fondamental. Il faudrait que chacun, sur sa feuille d'impôt local, distingue la taxe de capitation pour la sécurité. Par ailleurs, j'ai fait une proposition il y a des années de ça pour que la taxe de séjour, sur la taxe de séjour, il y ait un préciput de prix est versé aux communes et aux départements pour la DFCI, parce que vous avez un des problèmes, des risques majeurs, c'est la transition des populations l'été. On passe, vous avez des bleds qui se retrouvent, je pense à la Cano, que ça me vient à la tête parce que je le connais bien, 7000 habitants l'hiver, 75 000 l'été. Donc une augmentation d'€1 par tête de pipe, si j'ose dire, et par an, ça fait des dizaines de milliers d'euros supplémentaires dans le budget des communes. Eh bien, cette proposition qui a l'air simple, qui a l'air logique, parce que c'est normal que ceux qui s'installent dans une commune payent, eh bien, elle ne passe pas, ça fait 15 ans que je dis ça. J'ai l'impression de radoter, si vous voulez. Mais c'est trop simple. Je suis pas un arc, alors évidemment c'est trop simple et ça passe pas. Le problème, c'est pas tant la pertinence de la proposition que le côté systématique de la réponse. C'est-à-dire, comme il y a un problème, on va augmenter les impôts. C'est vrai que les Français ont du mal à accepter ça. Attendez, le risque feu de forêt est un risque socialisé, cher monsieur. Donc il y a des millions de personnes qui se déplacent dans le sud-est, et vous verrez d'ailleurs,
dans des études plus approfondies auxquelles j'ai participé d'ailleurs. Vous verrez que le risque feu de forêt dans les communes est directement corrélé à la population. Mais colonel, je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Est-ce que les touristes qui viennent l'été à Lacanau feraient bien de participer un peu aux conséquences que leur présence... Alors déjà, il ferait bien d'appliquer les bons gestes. Mais c'est pas ma question. Ma question, c'est de savoir s'ils doivent payer pour aider. Oui. Alors, le financement des systèmes d'incendie et de secours, aujourd'hui, il est en cours de révision parce que tout le monde est convaincu qu'il faut effectivement, au regard de ces évolutions climatiques, au regard de l'évolution des risques, il faut revoir le financement des services d'incendie et de secours. Et c'est des choses sur lesquelles les financeurs travaillent, que ce soit les départements de France, que ce soit l'association des maires de France. Au niveau des ministères aussi, il y a effectivement des discussions pour que ces financements évoluent. On ne peut pas toujours demander plus de couverture des risques, toujours plus de prévention, sans revoir... Alors, est-ce que c'est la taxe de séjour? Est-ce que c'est d'autres Mais effectivement, il faut un moment revoir... C'est le principe qui est intéressant. C'est l'usager qui doit, de mon point de vue, financer l'usage, alors de la nature, comme on finance l'usage des transports publics, par exemple. Vous allez à un endroit, effectivement, vous allez payer une taxe de séjour, mais vous consommez le territoire, d'une certaine façon. Et donc, vous pouvez contribuer à le protéger. Première réflexion. Deuxième réflexion, c'est une réflexion d'ensemble sur le rapport qu'on peut avoir à la nature. Il y a en effet des philosophies différentes. Moi, je considère que la nature, ça s'entretient. Un peu comme un jardin. Je vous rappelle que pendant des années, des environnementalistes, des associations environnementalistes nous ont expliqué que c'était épouvantable de débroussailler, qu'il fallait laisser la nature telle qu'elle était, que la nature était au-dessus de tout et qu'elle dominait, si vous voulez, la summa divisio de notre humanité, de notre monde. Moi, je pense que la nature, ça s'entretient, les forêts, ça s'entretient. On est capable aujourd'hui, par exemple, il y a des gens dont c'est le métier qui sont capables de créer des couloirs anti-feu, par exemple, quand il y a eu des incendies considérables il y a quelques années dans les Landes, au sud de Bordeaux, il y en avait déjà eu en 1949, il y en a eu en 1976, et donc il y a des gens qui, à l'époque, avaient l'intelligence de se dire, tiens, on va créer des couloirs anti-feu parce que ça évitera que le feu ne se propage. Eh ben, vous avez des gens qui vous disent non, la nature, c'est quelque chose de sacré, vision panthéiste du monde, on n'y touche absolument pas. Ben, c'est une folie. Gardez un peu de souffle parce que j'ai une autre question pour élargir le spectre avec vous, Pascal. Le 20 juin dernier, sur France Inter, le tout nouveau gouverneur de la Banque de France, il s'appelle Emmanuel Moulin, a estimé qu'à moyen terme, les événements climatiques, si on prend canicule, crue et donc incendie dont on vous parle aujourd'hui, vont clairement avoir un effet négatif sur notre croissance. Et il a cité un exemple, le cas de la Slovénie, où les inondations dévastatrices de 2023 ont coûté 16% de son PIB au pays. Oui. C'est ça, la Bien France sûr. demain et notre PIB en raison des catastrophes climatiques. C'est d'abord des externalités négatives, ce sont des coûts pour la société. Alors c'est le coût de réparation, c'est le coût de remplacement, c'est aussi le coût de prévention dans certains cas, c'est de la non-production. Quand vous mettez bout à bout, essayez de poser sur la table la question des incendies ou des inondations. Pendant qu'on est occupé, pendant que les territoires sont indisponibles, si je puis dire, il n'y a pas de production, il n'y a plus de tourisme, donc ce sont des recettes fiscales, des recettes sociales en moins, ce sont des millions et des millions d'heures de travail qui sont détruites, ce sont des entreprises qui sont menacées, c'est le marché de la consommation qui s'effondre. Donc quand vous mettez bout à bout le coût direct, le coût indirect et le coût induit, en effet, on vit, si on est dans un monde exposé au risque, à ce type de risque, il faut s'habituer à cette idée que c'est un monde qui sera moins productif. Et je vais aller plus loin, est-ce que la facture pourrait encore exploser? Je m'explique, c'est-à-dire que le réchauffement, ça veut dire le réchauffement des mers, et il y a des météorologues spécialistes qui nous disent que ça veut dire épisode Cévenol qui nous attendent, inondations plus importantes, exactement, et à l'automne à plus court terme, et tout ça va continuer de gréver nos comptes, d'avoir des conséquences économiques majeures. La facture, on ne fait que commencer à l'évaluer pour la suite. Là. On a vécu pendant très longtemps dans un monde à 4 saisons avec des incidents climatiques assez limités dans un environnement qui était paisible. Si cet environnement aujourd'hui
a des conséquences sur la vie des citoyens, sur la capacité à produire, il faudra s'y habituer. Donc, il faudra d'abord en payer le prix, et il faudra aussi accepter le principe que nous vivrons dans un monde moins efficace, moins productif. Guillaume, mais il y a aussi un côté positif, c'est que puisque tout ça est désormais avéré, il faut que l'homme montre à quel point il est capable de s'adapter. Absolument. C'est-à-dire que... pardonnez-moi, Laurent Nunez est sur le terrain, pardonnez-moi, j'avais prévenu, il est là le ministre de l'Intérieur, il est à L'Île-sur-Tête dans les Pyrénées-Orientales, qui souffre considérablement en ce moment de l'offensive des flammes et des incendies, et le voilà qui salue les élus sur place qui l'attendent depuis quelques minutes maintenant. Il a visité très certainement avant le PC de commandement opérationnel, le ministre. Voilà, on parle de 4600, bien plus d'ailleurs maintenant, hectares qui sont partis en fumée dans une zone qui est très difficile dans cette lutte contre les feux. Il va échanger avec les élus. Il doit répondre à quelques questions également de journalistes, et on comprend bien qu'on n'est qu'au début d'un long marathon d'incendies importants dans notre pays, et on vous l'expliquait en début d'émission, qui ne concerneront peut-être pas que le sud de la France, mais la couleur vigilance orange commence à grignoter notre pays, direction l'Est et pourquoi pas le Nord. Vous êtes avec nous encore une fois, colonel Jérôme Boulanger, vous êtes porte-parole de la sécurité civile. Qu'attendre du ministre de l'Intérieur sur place aujourd'hui ? Déjà, et c'est très important, un soutien. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur est accompagné, on le voit à l'image, par le préfet du département, mais aussi par le directeur général de la sécurité civile, Julien Marion. C'est apporter un soutien aux populations, parce que les populations ont été durement éprouvées. Les 10 000 personnes évacuées, ça n'est pas rien, dans des conditions extrêmes, difficiles. C'est apporter aussi un soutien, et on voit le ministre actuellement saluer les sapeurs-pompiers, c'est apporter un soutien aux sapeurs-pompiers qui ont travaillé et travaillent encore d'arrache-pied pour limiter la propagation du feu et porter secours à la population. Idem pour, on en parle moins, les associations agréées de sécurité civile qui sont dans les centres de regroupement des impliqués et qui apportent à ces personnes de l'eau, de l'alimentation et du réconfort. Est-ce qu'il peut et est-ce qu'il doit, le ministre de l'Intérieur, annoncer plus de moyens ? On fera un bilan, comme on le fait chaque année d'ailleurs. Mais vous l'appelez de vos voeux du côté de la protection civile. Vous dites qu'il faut envoyer plus. De la sécurité civile. Oui, pardonnez-moi. La protection civile, c'est non, sécurité civile, excusez-moi. Est-ce que vous demandez, à Laurent Nunez qui est sur place, plus de moyens ? On demande que chaque année, et que ce soit le cas en 2026, après le 15 octobre, on espère que la saison feu sera terminée, qu'on fasse un vrai retour d'expérience. Mais on le fait parce qu'on est dans un processus d'amélioration continue à la sécurité civile depuis longtemps. On a tiré, par exemple, un certain nombre d'enseignements du feu de Ribaute l'année dernière dans l'Aude. Ce qu'on demande, c'est effectivement que tous les acteurs puissent être mis autour de la table pour pouvoir tirer des conséquences. Parce qu'on parle de moyens, on a beaucoup parlé financement, etc. Oui. Mais c'est aussi une doctrine opérationnelle peut-être qui doit être améliorée. C'est peut-être aussi de la prévention qui doit être faite différemment. Comment est-ce qu'on touche aujourd'hui les jeunes publics ? Est-ce qu'on les touche, les jeunes qui sont sur TikTok toute la journée ? Non, on ne les touche pas. Est-ce que ce ne sont pas aussi ces jeunes qu'on doit toucher, qu'on doit acculturer, sensibiliser au risque ? On l'a beaucoup abordé avec les noyades il y a quelques jours pendant la période de canicule. Est-ce qu'on arrive à toucher ces jeunes ? Nos campagnes de prévention, est-ce qu'elles sont adaptées aux jeunes publics ? C'est tout cela qu'il faut réfléchir pour amener l'ensemble de la population à évoluer vers plus de résilience. Merci. Donc je vous ai interrompu, Guillaume Roquette, alors qu'on était en train d'évaluer les coûts de tout cela, de toutes ces images sur nous et sur notre quotidien, notre économie. Oui, parce qu'il y a la réponse immédiate, effectivement, qui est celle des moyens de lutte contre l'incendie, de sensibilisation. Et puis il y a toute l'adaptation du pays. Par exemple, pour les forêts, ça suppose planter de façon différente d'autres espèces d'arbres. C'est aussi l'adaptation pour l'agriculture. On voit bien que les cultures sont totalement bouleversées avec l'évolution du climat. Et donc je pense qu'il faut dépasser cet état de sidération qu'on a face à cette catastrophe naturelle, qui est évidemment très impressionnante, pour se dire, ok, comment on bouge, comment aussi est-ce qu'on adapte notre rythme de vie.
Quand vous allez en Espagne, les Espagnols, surtout l'été, ils vivent pas au même rythme que nous. Donc il va falloir s'y faire. Exactement. Et encore une fois, c'est pas seulement une catastrophe, c'est aussi un changement auquel on est capable de s'habituer parce qu'on en a vu d'autres. Allez-y. Deux petites choses. Alors d'abord, complètement d'accord sur l'adaptation. Il y a des nouvelles règles qui s'imposent à nous, et bien il va falloir s'adapter. Et d'autres pays, d'autres peuples l'ont fait avant nous, donc on est capable de le faire. Mais sur les évaluations économiques, juste un dernier mot. La valeur des forêts n'est jamais comptabilisée, jamais, dans les bilans qui sont faits. Donc si on ajoute la valeur des forêts, je peux vous dire que les chiffres vont changer radicalement de profil. C'est jamais calculé. Et pourtant, ça a une valeur. C'est-à-dire que la forêt capte du CO2. Donc elle réduit. Le bois. Alors ça, c'est la sylviculture, en effet. Mais dans le domaine de l'environnement, la forêt capte du CO2. Donc elle contribue à limiter le réchauffement climatique. Absolument. On sait que chaque dixième de degré additionnel a des conséquences directes sur l'environnement. Et puisqu'on parle de choses mercantiles, sur notre capacité à vivre ensemble, à produire, à respecter notre environnement. Donc effectivement, la forêt a une valeur directe, une valeur marchande directe. Elle a aussi une valeur secondaire qui est liée au climat notamment. Merci beaucoup Pascal Perry. Merci beaucoup Christian Pinaudot d'avoir été avec nous. Merci à vous, Colonel Boulanger, et bon courage parce que je pense qu'un été un peu compliqué vous attend, ainsi que les personnes qui travaillent avec vous. Merci Valérie Nataf. Merci beaucoup à vous Guillaume Roquette. Je vous donne un rendez-vous sur LCI, c'est important, c'est à partir de demain midi, édition spéciale. Sur notre antenne, nos équipes se mobilisent sur le terrain en direct du Palais de Justice, dans tous les lieux clés de cette journée. Suivez en direct la décision de la Cour d'appel, les premières réactions et toutes les analyses sur LCI. C'est le verdict qui attend Marine Le Pen, et donc c'est une partie du visage de l'élection présidentielle qui va se jouer demain. Vivez tout cela bien sûr avec nous. Le podcast, vous pouvez nous écouter avec le QR code que vous flashez, vous scannez, et puis vous nous retrouvez sur toutes les plateformes habituelles, Deezer, Spotify, Apple Podcast. On en sera toujours ravis, bien sûr.